C'est sur notre chaîne. Attendez, on va tenter quelque chose. J'ai bon espoir. Guillaume, est-ce que tu nous entends? Alors attends, Guillaume? Oui, oui. Oh, Alors, oh, attendez. oh. Attends, j'ai l'impression que ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Là, moi, je vous vois parfaitement. Alors, tu ne vois pas. Attends, C'est génial. Je suis heureux. Première question. Je ne refais plus les présentations. Ça y est, on est ensemble depuis suffisamment longtemps. Ah, je suis content. Mais je crois qu'on est bon. Vas-y. C'est bon, Lance, j'affiche tout ça. Alors, déjà, on t'entend parfaitement. Voilà. Juste pour Eh te, ben voilà, pour on est te bon. dire, parce qu'on était en train de parler de ça. Donc, tu nous expliquais que tu étais devenu directeur sportif à Mâcon grâce à un appel de Alain Griezmann, papa de Antoine. Tu es aussi entraîneur des gardiens. C'est ça. Alors, c'est pas tout à fait Alain, c'est l'entraîneur. Hein, c'est Romain Paturel. J'ai fait une conférence à Dijon. Et puis, à la suite de la conférence, il cherchait un type au niveau des gardiens. Puis, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et puis, du coup, j'ai basculé là-bas. D'accord, eh ben parfait. Et donc voilà, donc maintenant tu es là-bas, après avoir commencé ta carrière professionnelle de footballeur-joueur. Donc à Blanzy, tu gagnes la Coupe de Bourgogne, à l'INF Clichy, tu gagnes la Coupe Gambardella. En 88, tu signes à Marseille en tant que contrat stagiaire parce que tu es repéré et amené par Michel Hidalgo. Et à ce moment-là, tu y vas en tant que troisième gardien, puisque le numéro 1, c'est Gaëtan Huard, le numéro 2, c'est Castadena. Et tu vas te retrouver à deux doigts, ou j'ai envie de dire même une épaule, de jouer une demi-finale de Ligue des Champions face à Benfica. Est-ce que tu peux nous raconter? Exactement. La première année, donc 88-89, je signe de Michel Hidalgo. Je gagne la Coupe Gambardella avec l'INF Vichy, qui bascule à Clairefontaine. Et puis, donc derrière, l'OM change d'entraîneur rapidement. Et le deuxième gardien, Gérard Gilly, en fin de carrière, monte entraîneur, Henri Strandé, monte entraîneur de l'équipe 2, Gérard Gilly de l'équipe 1. Donc, il cherchait un deuxième gardien. On avait vu gagner la Coupe Gambardella. Donc, je suis parti de Clairefontaine à Marseille, la première année. Donc, on fait des Coupes Championnat, 88, 89. Et en 89, 90, donc, c'était pas la Ligue des Champions, mais la coupe des clubs champions. Ouais. Et donc, ils prennent Jean Castaneda, numéro 2, voilà. Et donc, Gaëtan se casse la jambe, et c'est Jean qui joue la demi-finale contre Benfica. Et puis le match aller, donc on fait un super match, mais on prend un but un petit peu, un petit peu hasardeux, pas nécessairement de la faute de Jean, mais bon, voilà. Et là, le président, c'est Tapi, dit on n'a pas été bon le gardien, voilà, et peut-être qu'au match retour ce sera pas le même gardien. Donc du coup, par analogie, il restait plus que moi. Et là, je me suis retrouvé, j'étais deuxième gardien, on va dire un petit peu planqué derrière Jean et Gaëtan. Là, ce coup, j'ai pris donc tout RMC, tout le monde sur la tête, et voilà. Et j'étais en capacité de gérer, enfin je dis RMC parce que c'est vous qui êtes toute la télé, l'impression d'image. T'as raison, très bien. Voilà. Et j'ai pas vraiment pu gérer. J'avais 19 ans, j'ai répondu un petit peu à tout le monde. Enfin voilà, j'étais un petit peu, ça m'est tombé dessus. Et puis à l'entraînement, je me suis un petit peu fait mal à l'épaule. Et finalement, je devais jouer à Saint-Etienne la veille enfin plutôt la Coupe d'Europe était le mercredi, et le samedi je devais jouer à Saint-Etienne. Et puis ça m'a vraiment piqué. Et j'ai pas pu jouer à Saint-Etienne, et donc du coup j'ai pas pu jouer le match retour parce que j'étais pas suffisamment. Voilà, déjà j'avais pas beaucoup de matchs, mais en plus avec une petite douleur à l'épaule, c'était pas possible. Donc c'est vrai, vos infos sont bonnes, et j'ai failli jouer la demi-finale retour, et malheureusement je me souviens comme si c'était hier. C'était en la 83e minute, j'étais donc sur le banc des remplaçants, et on avait gagné 2-1 à l'aller. Benfica, les buts à l'extérieur comptaient double, et Benfica marque 83e et sur une main. Et vraiment, quand j'ai vu le reportage, l'arbitre n'a vraiment pas vu la main. Enfin, voilà, il n'y a que lui qui l'a pas vu finalement. Mais il l'a vraiment pas vu. J'ai vu son reportage. Bon, voilà, je vais bien croire qu'il l'a pas vu. Et on a été éliminé sur ça. Ouais, vous serez éliminé. Et puis après, bon, voilà, Marseille se rattrapera bien après. Toi, tu as fait donc 2 ans à l'OM, de 88 à 90. T'en gardes quel souvenir? Parce que tu n'étais pas encore pro. Mais voilà, tu as pu côtoyer l'équipe première. T'en gardes quel souvenir de ton passage à l'OM? C'est un souvenir fondateur. C'est-à-dire que je suis arrivé, moi, j'aime raconter, d'ailleurs, j'écris un petit peu des choses à ce sujet-là. Je suis sorti de l'INF, donc parce que Vichy à Clairefontaine, avec ma petite Renault 5 TL bleue. Donc ça n'existe plus maintenant. Voilà. Et je suis arrivé sur le parking à l'OM, donc imaginez un petit peu le contraste avec toutes les voitures. Et j'ai appris mon métier. J'ai vu, notamment avec les Allemands, il y avait Karl-Heinz Foster, Klaus Allofs, qui étaient
international allemand. Et je me suis retrouvé avec eux, ils étaient toujours les premiers. Il y avait aussi Philippe Tiss, les anciens de l'INF, il y avait Jean-Pierre Papin. Et ça a été fondateur pour la rigueur, la préparation de tous ces professionnels. J'ai vu comment ils travaillaient. Je me suis mis à leur école. Et pour la suite de ma carrière, ça m'a beaucoup aidé pour notamment la gestion, la préparation et la gestion des événements, parce qu'on a gagné tout de suite le doublé. Donc j'étais intégrante dans le groupe, même si je suis en équipe 2. Et la suite, donc la Coupe d'Europe. Donc derrière, moi, ça a été vraiment une école de préparation à ma future carrière, quoi. Donc c'était vraiment exceptionnel de vivre ces moments-là. Alors, toujours, dis-moi si je me trompe, mais ensuite, tu vas à Louhans-Cuiseaux après ces 2 années à l'OM. C'est là-bas que tu vas signer ton premier contrat pro. Et avec Florian, on se faisait la remarque, c'est-à-dire que tu as un peu le même parcours, toute proportion gardée, que Brice Samba, c'est-à-dire que tu as connu l'OM, tu as été gagné du temps de jeu ailleurs, avant, entre guillemets, d'être reconnu et de te révéler à Lens, puisque à Lens, tu y débarqueras en 1992. Tu viens pour remplacer Bernard Lama, qui est parti au PSG à ce moment-là. Dans quelles conditions tu arrives ? Est-ce que tu arrives vraiment en tant que numéro 1 ? Comment ça se fait ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment Lens vient te chercher, toi qui es donc à Louhans-Cuiseaux en Ligue 2 ? Enfin, en 2e division à l'époque. Exactement. Déjà, le choix de Louhans-Cuiseaux. Donc, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'à cette période, les gardiens de but ne jouaient pas aussi rapidement que maintenant en première division, en Ligue 1. Donc, moi, j'avais repéré que les gardiens qui étaient en équipe de France Espoir étaient tous des gardiens qui jouaient en Ligue 2. Donc, en 2e division, il y avait 2 groupes à l'époque. Groupe A, groupe B, la Ligue 2 était coupée en 2. Et j'avais le FC Nantes pour être doublure à Nantes. Ou alors, j'avais Louhans-Cuiseaux et l'entraîneur de l'époque, mon entraîneur de Blanzy, de mes petits cadets, on avait battu Kirou là, voilà, donc c'était pas très loin, il était entraîneur au centre de formation à Louhans, et donc il était au courant que je pouvais être libre et disponible pour aller à Louhans, et donc il a fait part à l'entraîneur, au président, et ils m'ont appelé en me disant voilà, nous on aimerait miser sur toi en sortant de l'OM. Et donc, moi, il y a eu un petit peu ce contexte. Donc, l'OM voulait peut-être me garder, ça hésitait. Et finalement, j'ai pris Louhans parce que j'avais aperçu que j'avais la chance d'aller en espoir. Et c'est ce qui s'est passé derrière. Donc, on a eu une saison difficile. La 2e année, j'ai fait une très belle saison en étant au bataillon de Joinville. Il y avait l'armée à l'époque. Et tout au long de cette saison, on a été vraiment plutôt très bon. D'ailleurs, on a failli jouer les barrages pour la montée en Ligue 1. Le club de Lens m'a suivi, et notamment Jean-Luc Lamarche, qui était directeur sportif à l'époque. Et ils m'ont suivi tout au long. Et puis finalement, ils se sont dit que derrière Bernard Lama, eh bien, ils allaient miser sur un jeune. Et c'était moi. Donc j'étais en équipe de France Sport, j'étais en équipe de France militaire. Et on faisait une très belle saison avec Louhans. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai signé à Lens. Et donc du coup, tu arrives à Lens. Bernard Lama est parti au PSG. Toi, tu viens vraiment en tant que numéro 1, on te le dit ou on... Oui. Ouais. Complètement. Moi, je viens carrément en tant que numéro 1, c'est-à-dire que c'est un transfert parce que je signe mon premier contrat. Donc, j'étais stagiaire pro à l'OM. Je signe mon premier contrat à Louhans, 4 ans. Donc là, on est au bout de la 2e année. Il me reste encore 2 ans de contrat. Et donc, Lens a payé les 2 années qui restaient à Louhans. Et donc, du coup, derrière Bernard, on me fait clairement comprendre que je vais être le numéro 1. Et donc, on me donne ma chance. Voilà. Comment sont tes débuts donc avec le RC Lens ? Parce que j'imagine que la ferveur populaire à Lens, quand tu arrives, la pression également, est différente de celle que tu connaissais à Louhans-Cuiseaux. C'est quoi ton premier contact justement avec la ferveur lensoise ? Alors, mon premier contact, en fait, il faut tout reconsidérer. C'est que j'arrive derrière Bernard Lama, qui maintient le club. Donc Lens s'était monté l'année d'avant. Je débarque, il y a la règle du gardien qui change. On passe de la règle où on donne le ballon au gardien, et puis tout à coup, un défenseur donne le ballon au gardien, et on pouvait la prendre à la main. Et là, on a l'impression que ça, c'était en 1800, quand le football est arrivé en France, quoi. En fait, c'est en 92, donc c'est pas si vieux que ça, quoi. Et puis derrière, le truc, c'est que j'arrive derrière Bernard qui a fait une super saison et avec la règle du jeu au pied. Donc la première fois que le ballon était en direct sur moi, je dégage, un défenseur me donne la balle. Et je me souviendrai toujours, premier match où on joue contre le Standard de Liège, match amical, il y a un défenseur qui me donne le ballon. Enfin, les gens n'étaient pas au courant de cette règle en plus.
Et boum, je dégage au pied. Il y a une espèce de brouhaha qui est arrivé. Donc, je suis arrivé dans des conditions qui étaient vraiment pas simples. Et les 6 premiers mois, en plus, on a fait une mauvaise préparation. On était dans les derniers. Et puis derrière, il y a eu un changement, il y a eu changement d'entraîneur, voilà, et les choses ont été un petit peu. Mais au début, à Lens, c'était vraiment très, 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 très difficile. Alors, à Lens, tu vas y rester 11 ans, puisque tu y es de 92 à 2003. On va refaire un petit peu ton historique, mais là-bas, tu vas gagner la Coupe de la Ligue au tir au but contre Montpellier en 94. Tu arrêtes notamment 2 tirs au but durant cette finale. En 95-96, tu n'encaisses qu'un seul but en Coupe d'Europe. C'est celui contre le Slavia Prague. Mais c'est celui qui vous éliminera de la Coupe d'Europe. Voilà, c'est assez frustrant, assez difficile. Puis vient forcément ces belles années, même qui étaient déjà belles avant, mais tu es donc champion de France en 97-98. Vous finissez devant Metz. Tu es finaliste de la Coupe de France et en 98-99, il y a cette fameuse épopée en Ligue des Champions et notamment cette victoire contre Arsenal à Wembley. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces titres et de la façon dont tu as quelque part su retourner, pas les supporters, mais comment tu as réussi petit à petit à t'acclimater à Lens, au contexte lensois, et en gros à devenir ce que tu es devenu à Lens, une figure historique? En fait, c'est Patrice Berg quand il y a eu le changement d'entraîneur. Donc là, au tout début, je suis arrivé, comme j'ai dit, derrière Bernard, qui était un gardien confirmé, qui a signé au PSG et qui était en équipe de France derrière. Et je suis arrivé donc de cette pression où je m'étais préparé à l'OM. J'avais un peu joué à Louhans, mais là, j'entrais vraiment dans ce qui est le gardien de but professionnel de haut niveau avec 40 000 personnes. Et donc, la première année, elle était compliquée, on ne s'est pas bien préparé, ça ne marchait pas bien. Les gens attendaient aussi beaucoup de moi, le changement, la règle de ce changement au pied. Et donc, derrière, il y a eu ce changement d'entraîneur et Patrice Berg a été un peu plus pondéré, plus calme. Et on a gagné à Metz le premier match. Et j'ai commencé à entrer vraiment dans ma fonction. Les joueurs aussi ont commencé à reprendre confiance. Petit à petit, je faisais pas des mauvais matchs, j'étais pas mauvais au sens, mais j'étais pas décisif, j'étais moyen au tout début quand je suis arrivé, voilà. Et là à Metz, on a gagné, ça a donné confiance. Puis j'ai commencé à être régulier, j'ai commencé à avoir une bonne emprise avec la défense, à discuter, enfin, et ça a été petit à petit. Et donc la première année était délicate les 6 premiers mois, et on a bien terminé. On a terminé en prenant peu de buts la deuxième partie de saison. Et puis la saison d'après, on est parti avec Patrice Berg. Et donc, on avait eu une identité, une structure, une défense. Voilà, j'ai commencé à trouver mes marques et j'ai commencé à m'imposer petit à petit, quoi. Donc, ça a été long, mais j'ai beaucoup aimé apprendre ce métier, quoi. Alors, dans ce métier, tu vas donc gagner des titres avec Flo. On voulait surtout revenir sur ces 2 fameuses saisons, 97-98 et 98-99, où vous remportez le championnat de France, notamment à la lutte avec le FC Metz. Voilà, quel souvenir t'en gardes, parce que c'était quand même un titre qui s'est joué sur peu de choses, avec notamment l'une des plus grandes équipes de Lens, parce qu'il y avait de sacrés joueurs à l'époque. Je pense notamment à Sikora, à Tony Vérel, à Daniel Moreira. Jean-Guy Wallem à l'époque aussi. Comment ? Jean-Guy Wallem aussi. Jean-Guy Wallem, effectivement. Voilà, quel souvenir tu gardes de cette saison et de ce titre, parce que il a marqué toute une génération, et puis en plus tu as connu Marseille, même si tu n'étais pas en tant que joueur expérimenté. Mais comment tu décrirais cette saison du titre avec tout ce que ça comporte? Parce que voilà, il y a la montée en puissance, il y a aussi le fait que tu t'affirmes de plus en plus, que l'équipe s'affirme de plus en plus, et puis on va dire cette fin de saison qui se joue à pas grand chose, et c'est là où vous gagnez le titre. En fait, c'est la continuité de Patrice Berg. Il y a eu donc en 96-97 changement d'entraîneur, et 97-98 encore changement d'entraîneur. Et donc, on va dire que toutes ces structures depuis 92, ces 6 années, ont été le fondement
de toute la structure qui nous a amené à être champion. Il a fallu donc moi j'étais blessé l'année avant le titre, il y a eu pas mal de pépins, on a eu un coup difficile, et en fait il y a eu Roger Lemaire, Daniel Leclerc nous a sauvés donc l'année 96-97 avec adjoint Daniel Leclerc, et derrière lors de ces 10 derniers matchs, Daniel a pris la succession et il a apporté exactement tout ce qu'on ne pouvait pas espérer, c'est-à-dire avoir un jeu beaucoup plus offensif en prenant 3 joueurs qui au final ont été les joueurs qui ont été parfaitement adaptés à la structure qui était en place et cohérente depuis 5-6 ans. Donc ça a été Daniel Leclerc a été la personne qui est arrivée au moment avec une idée d'un jeu offensif. Pour comprendre ça, il faut comprendre le jeu et l'état d'esprit de Daniel. C'est que c'était quelqu'un qui avait un pied gauche magnifique et qui voulait tout le temps gagner de façon superbe, sublime, en mettant 3-0 aux adversaires. Donc évidemment, c'est très compliqué de jouer et d'avoir toujours ces résultats. Et donc tant qu'il n'avait pas ça, il n'était jamais heureux. Et nous, on est arrivé dans une structure où plutôt on était plutôt restrictif, plutôt on était une bonne défense. Donc il a bousculé ça chez nous. En fait, il nous a libérés en jouant vers l'offensive. Et pendant cette saison, ça a été quelque chose de purement phénoménal, dans un 4-3-3 où on a attaqué partout. Et c'est le produit un peu de toute cette construction depuis les années où on est arrivé, où je suis arrivé. Ce jeu très offensif, alors il plaît évidemment aux supporters, mais quand on est gardien de but, est-ce que ça nous convient également de prendre autant de risques ? Pour rien vous cacher, au départ, j'étais pas très, très, très fan de l'idée de Daniel, quoi, parce qu'on savait très bien on savait très bien d'où on venait, on savait très bien quelles difficultés on avait eu par période, et notamment l'année d'avant, on avait failli descendre. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui aimait bien comme tous les gardiens, un peu avoir une défense un petit peu structurée. Au départ, c'était un peu quetch, quoi. Et Daniel a imposé son style, et puis j'ai fermé mon clairon et j'ai essayé d'être bon, quoi. Voilà, comme tout le monde, quoi. Mais alors, voilà. Vous gagnez le titre, il y a ensuite la Ligue des Champions qui arrive. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambiance à Bollaert qui a tant fait parler, dans le sens où c'est une ambiance exceptionnelle, encore plus avec la Coupe d'Europe. On le voit aussi encore aujourd'hui. Bollaert, c'est une ambiance géniale qui porte les Lensois actuellement. À quel point ça vous a aidé, ce soutien des supporters à Lens pendant les matchs? Les supporters à Lens sont vraiment des supporters qui sont vraiment exceptionnels. Je pèse mes mots. J'y suis allé à Dortmund. Dortmund, c'est 2 fois Lens, c'est 80 000. Mais Lens, c'est exceptionnel. Vraiment, le 13e homme à Lens, c'est quelque chose de purement fantastique. On peut pas se rendre compte un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Moi, je me souviens quand on est rentré champion, il y a une personne qui est venue et qui m'a tenu les bras comme ça et qui m'a dit: écoutez, moi j'ai fait le débarquement. C'est le jour le plus beau de ma vie, le jour le plus. Il était la 2e DB, il a pris un obus sur la plage de, je sais plus, Omaha Beach ou pas Omaha Beach, mais je sais plus lequel, Juno, je sais plus. Il m'a dit: moi, il pleure à chaudes larmes, il a fait le débarquement, je suis allé le voir. Enfin voilà, pour se dire, c'était quelque chose. Quand on est joueur, on est concentré dans notre jeu et on se rend pas très bien compte de ce qui se passe. Mais c'est après, il y a eu cette ferveur du public, on a transcendé le stade. 3h du matin, il a fallu ouvrir les grilles, ils ont pété le stade Bollaert. Enfin, je crois que c'était une première dans l'histoire du foot, quoi. Donc, le public lensois est quelque chose de vraiment d'exceptionnel. Et je pèse mes mots, vraiment. C'est ton meilleur souvenir, j'imagine, de footballeur, ce titre de 98 ? Oui. C'est mon meilleur souvenir. Incontestablement. Le titre, il y en a. Quand on gagne, c'est toujours des choses formidables. À Lens, le meilleur souvenir, donc, c'est le titre 98.
le titre 99 à la Coupe de la Ligue, parce que gagner une coupe à Paris, c'est voilà, c'est toujours à Paris. Je me souviens du Stade de France qui était aux trois quarts, au moins la moitié sans rien. Ouais. Et puis le meilleur souvenir après avoir gagné des titres, c'est Wembley. Bien sûr. Où on est la première équipe française à gagner sur le stade de Wembley en battant Arsenal. On n'avait pas d'équipe nationale, d'ailleurs l'équipe de France l'a fait peu de temps après. Et personnellement, c'est un match le plus accompli de ma carrière où on gagne 1-0 et puis j'ai à peu près tout arrêté. Une fois, j'ai envie de dire. Je m'en souviens encore, je l'avais écouté sur le transistor de mon papa parce que mais vraiment parce que bon, je suis nordiste donc etc. Mais j'écoutais, je me souviens de ce match commenté, je me souviens du transistor que je regardais comme ça pour vivre ce match. C'est un souvenir incroyable pour les jeunes de ma génération. Donc merci pour cette victoire. Et est-ce que justement tu as senti que quand vous gagnez ce match face à Arsenal 1-0, que vous faites un truc qui est particulier? Ouais. C'était complètement exceptionnel. Je me souviens de l'ambiance, je me souviens de l'après-midi, de la sieste avec il y avait Vladimir Smisser. On est allé à Wembley, c'était l'ancien Wembley, magnifique. On est rentré, il y avait avec Sico, on était tous les deux. On s'est dit ouais, on va, voilà, on pourra dire qu'on va jouer ici. Je me souviens de l'ambiance complètement phénoménale et le match, quelque chose de purement, voilà, on rêve de ça quand on est gamin. Gagner, alors en soi on n'a rien gagné en tant que tel, c'est pas un titre, mais gagner à Wembley, là où le foot était inventé, et battre les Anglais d'Arsenal, voilà, c'est quelque chose qui est. Je me souviens de tous ces moments-là, de cette préparation du match en lui-même aussi, parce qu'on l'a regardé, parce que comme on disait, ça nous fera un super souvenir pour nos vieux jours. Et puis la chose aussi qui reste complètement belle et magnifique, c'est que à la fin du match, donc l'ancien Wembley, c'était derrière un but, on sortait derrière un but, et la deuxième mi-temps, j'ai joué carrément à l'opposé de l'entrée du vestiaire. Et donc on gagne, on célèbre le match, enfin voilà, on célèbre la victoire, et derrière il y avait les supporters lensois, ils étaient un paquet. Et donc ça prend du temps, au moins 10 minutes, 15 minutes, donc on rentre, le temps de traverser le terrain, retourne au vestiaire. Et il y avait là, m'attendait Monsieur David Seaman, donc gardien de l'équipe d'Angleterre, gardien de l'équipe d'Arsenal. Emblématique, David Seaman. Emblématique, m'a attendu, au moins 15-20 minutes au moins, pour me féliciter du match que j'avais fait. Alors ça m'est resté, c'est un des... Voilà, je pense au niveau de gentleman, on ne peut pas faire beaucoup plus grand. Et puis à la fin du match, pour terminer l'histoire Wembley, une fois que, un peu comme dans les films, tac, 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 quand tout est éteint, il y a les petites lumières qui restent, je suis ressorti et je me suis assis sur le strapontin. Et je me suis dit, dans ma vie, moi je pourrais dire j'ai gagné une fois à Wembley. Voilà. Alors ça, ce sont des souvenirs magnifiques, évidemment. Tu es au sommet de ta carrière en 98, etc. Pourtant, t'es jamais appelé en équipe de France, et même pire, dans le groupe France 98, il n'y a aucun lensois, alors que vous êtes champion de France. Comment tu le vis, et comment, même j'ai envie de dire, le groupe lensois le vit? Un champion de France, aucun joueur dans le groupe France. Comment vous le vivez à ce moment-là? Une injustice, je sais pas. Alors, j'ai envie de dire, on peut pas vivre une injustice dans le sens où après l'équipe de France elle est championne du monde, mais faudra voir. J'ai envie de dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour être appelé en équipe de France? On a été, enfin voilà, je ne sais plus combien de matchs sans prendre de but. Voilà. Après, c'est le choix d'Aimé Jacquet. Bon, derrière, je savais que derrière Fabien Barthez et Bernard Lama, il y avait une petite place. Il a choisi Lionel. Bon, on aurait très bien pu choisir le champion de France et moi, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça nous a posé question de ne pas avoir un Lensois sélectionné. Et bon, j'ai envie de dire, peut-être que la troisième place aurait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas grande chance voilà. S'il y avait un doute, au moins la troisième place, c'était jouable. Enfin, je ne sais pas, c'est le sélectionneur qui a fait ses choix. Et voilà, c'est vrai que je ne vais pas dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais rien dire sur la sélection puisqu'elle est championne du monde. Simplement, je sais que je ne peux pas avoir de regrets. Je pourrais avoir des regrets si quelque chose, je ne savais pas fonctionner, mais j'étais champion. Donc bon, c'est vrai qu'il y a le regret de ne pas y être. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors,
l'aventure lensoise se continue. Tu y seras jusqu'en 2003 où tu vivras des moments moins, on va dire, moins prestigieux avec Lens. Mais derrière, tu iras à Arsenal en 2003. En janvier, tu y vas pour 6 mois. Déjà, comment se fait le choix d'Arsenal ? Est-ce que c'est notamment le fait d'avoir gagné à Wembley qui te donne l'envie aussi de peut-être jouer en Angleterre ? En fait, c'est la sortie lensoise. Elle est un petit peu... bon, c'est sympa de ne pas en parler parce que c'était un moment difficile, mais il faut un petit peu revenir dessus parce que les gens n'ont pas très bien compris pourquoi j'ai quitté Lens. Il y a eu pas mal d'antagonisme à un moment donné. C'est une période un peu difficile où, en tant que capitaine, voilà, ça passait moins bien et j'étais aussi moins performant. Et à un moment donné, un cadre, quelquefois qui commence à être un peu imposant, on va aussi un peu l'enlever, sans rentrer dans les polémiques. Donc moi, j'étais pas bon à Marseille, j'étais très mauvais à Porto et ça m'a mis le coup de grâce en Coupe d'Europe. Et donc derrière, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Donc j'ai demandé un petit peu à souffler un peu. Et puis derrière, finalement, les choses se sont passées de telle sorte que j'ai dit, ça va plus trop bien. Donc du coup, j'ai demandé à partir et je suis parti. Et Arsène Wenger, en fait, quand il était entraîneur à Monaco, déjà, il m'avait déjà contacté au tout début de ma carrière pour essayer de voir si je pouvais pas aller à Monaco 2-3 fois. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis derrière, il pensait à la succession de David Seaman, justement, qu'on avait rencontré en Coupe d'Europe. Et il m'a proposé le projet, donc en décembre. Et moi, j'ai tout de suite dit oui. C'était un concours de circonstances. Il avait un gardien qui s'était cassé la jambe, il manquait un gardien. Et pour me mettre aussi tout de suite deuxième gardien, donc je suis arrivé, j'ai signé en janvier. Je me souviens, il neigeait d'ailleurs, c'était très rare. On a passé l'après-midi à discuter avec Arsène, il neigeait. Et puis après le premier match, on est parti à Manchester. C'est joué à Manchester, j'étais doublure. Voilà. Donc là, j'ai fait 6 mois à Arsenal. Voilà. Alors, pendant ces 6 mois, Arsenal, dis-moi si je me trompe, mais tu ne joueras pas de match avec l'équipe 1. Et pourtant, tu es avec la grosse équipe d'Arsenal. Vieira, Pires, Wiltord, Henry, Aliadier, Bergkamp, Ljungberg, Campbell, Cole, Touré. Quel souvenir tu gardes ? Alors, tu n'as pas pu jouer en match professionnel, enfin avec l'équipe 1, avec eux en match. En revanche, tu les as côtoyés à l'entraînement. Tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemblait les entraînements avec cette équipe-là ? En fait, on avait déjà atteint un excellent niveau avec Lens, et l'idée des grands clubs, on se fait qu'une idée, puisque même si on est à Lens, on n'est pas encore dans les institutions d'Arsenal, de Milan, de Bayern. Bon. Et le fait d'arriver sur place, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la simplicité dans laquelle on s'entraînait, le calme, le côté très paisible, le côté très professionnel, très exigeant. Bien sûr qu'on l'avait à Lens, mais j'ai beaucoup aimé cette quiétude. Et en fait, la simplicité des gars dans le vestiaire, là, voilà, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre comment aller encore plus haut et davantage. Et je me suis mis naturellement à l'école de l'entraînement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de mon départ, en fait, j'ai envie de dire, j'ai été quand même psychologiquement et affectivement assez touché du départ, beaucoup plus que ça pouvait y paraître. Et j'ai eu énormément de mal à trouver mes marques, en fait. Et Arsène comptait sur moi pour être le successeur de David Seaman, clairement, il me l'avait dit. Donc c'est pour ça qu'il m'avait proposé d'être doublure au moins les 6 premiers mois. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à me mettre dans le rythme, à jouer avec l'équipe 2, à retrouver... voilà, j'étais psychologiquement et affectivement assez touché. Et finalement, à la fin, là, quand on a gagné la Cup à Cardiff, on a discuté avec Arsène et il a changé d'option et il m'a dit finalement il allait prendre un numéro 1 encore plus expérimenté. Il a pris donc Jens Lehmann qui est arrivé de Dortmund et moi je suis parti de l'autre côté. Voilà. Alors ensuite à Arsenal, donc tu passeras 6 mois. À l'été 2003, tu t'engages avec Dortmund, tu vas y faire 2 ans là-bas. En tout, tu joueras 29 matchs, toutes compétitions confondues. Après Lens, tu connais un autre club dont la ferveur des supporters est, on va dire, mondialement reconnue. Est-ce que tu as repéré, tu as vu des similitudes entre Lens à l'époque et Dortmund ? Oui,
clairement, les similitudes sont identiques. En fait, pour prendre un comparatif, Dortmund, c'est 2 fois Lens. Voilà, c'est tout simple. 2 fois Lens, mais la même mentalité. C'est la Ruhrgebiet. La Ruhrgebiet, c'est les gens, les ouvriers comme à Lens. Hein. Il y a les mines. Alors, il y a peut-être des mines dans la Ruhr, mais je crois pas. C'est plutôt c'était la sidérurgie, métallurgie. Mais c'est quand même des gens au niveau du prolétariat, au niveau des ouvriers, des gens qui font l'usine et puis qui sont fans de. On va dire, c'est un bassin qui génère. J'étais très très étonné de la ferveur populaire en Allemagne. Je veux dire, vraiment très étonné de la qualité, de l'ambiance, de vraiment la nation allemande est très très foot. Vraiment, ça demande. D'ailleurs, le premier match j'ai joué avec l'équipe 2. En arrivant, on a joué un match contre Rot-Weiss Essen, qui était un derby. Il y avait presque 15 000 personnes. Enfin voilà, c'était un truc assez incroyable. Donc le club de Dortmund, c'est Lens multiplié par 2 en fait. Voilà. D'accord. Et donc, au cours de ces 2 années, tu feras tes matchs avant de voir l'éclosion de Weidenfeller, ce qui te ramènera ensuite en France, du côté de Monaco, en 2005, pareil, pour 2 saisons, où à la base, t'y vas, mais pas forcément en tant que numéro 1, puisqu'il y a Flavio Roma. Et dis-moi si je me trompe, mais il se blesse au genou, Flavio. Et du coup, tu vas... Aux adducteurs. Et derrière, en fait, ce qui te permettra, mine de rien, de faire tes matchs aussi à Monaco. Alors bon, avec tout le respect qu'on a pour Monaco, au niveau supporter, c'est pas quand même la même que Dortmund. Et... ça a dû te changer un petit peu là, quand même. Ça a dû te changer. Mais comment tu as vécu cette fin de carrière? Parce qu'il me semble que tu as eu une blessure au genou en mars 2006 qui, du coup, mettra quasiment un terme à ta carrière après pour revenir. Voilà, quel souvenir tu gardes? J'imagine que tu étais peut-être un petit peu frustré de terminer sur une blessure, entre guillemets. Et bien informé, hein, c'est un vrai travail de journaliste. Ça bosse, travail RMC. Vous bossez bien, hein, vraiment. Hein. Exactement. Donc, à la suite du Borussia, le Borussia voulait me faire prolonger. Donc, Roman prend le poste avec... en décembre. Il me reste 6 mois, donc moi je ne suis pas rentré dans une guéguerre avec lui, au contraire, j'ai mis dans les meilleures conditions, et justement parce que à 35 ans, j'avais mis dans les meilleures conditions. Il voulait me faire, Michael Zorc, le directeur sportif de l'époque, ne pensait pas que j'allais avoir peut-être d'autres clubs, et il a attendu, et il est même venu me voir à la fin. J'ai trouvé ça sympa, parce qu'il presque pour s'excuser, en pensant que il voulait me faire prolonger de 2 ans. Et donc du coup, moi, Didier Deschamps, qui était à Monaco, avec qui j'étais à l'OM, que je connais, m'a appelé pour me dire, il cherchait aussi un numéro 1 bis pour me dire, pour la Coupe d'Europe et tout ça, avec Flavio. Donc il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, pourquoi pas? C'était mon épouse qui était très contente parce que je l'avais amené à Lens. Ça a dû la changer, entre le Pas-de-Calais, la Ruhr, etc. On part à Monaco. À Monaco, tout le monde faisait des bons à la maison, au soleil. Et puis moi je me suis dit, c'est pas mal pour finir à Monaco. Donc j'avais pris mes cannes à pêche, mes palmes et tout ça, et puis j'avais le grand Flavio, puis finalement j'ai tout rangé parce que je blague évidemment, et Flavio malheureusement, ça c'est une très mauvaise expérience pour lui, et ça lui a coûté le mondial 2006 alors qu'il a eu il était appelé en équipe nationale. Il a eu comme une espèce de pubalgie, quelque chose qui a été long à soigner, et ça a été très compliqué. Donc du coup je suis arrivé, j'ai tout de suite joué. Flavio il en a eu pour presque une saison pour l'année. Bon, on a balayé rapidement ton immense carrière. J'aimerais bien, on va pas te garder très longtemps, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le RC Lens maintenant, les émotions que ça te procure, et également ton avis sur l'une des étoiles montantes du foot français avec Brice Samba. Donc le Lens de maintenant et ton avis sur Brice Samba. Le Lens de maintenant ressemble bien au Lens de l'époque, d'il y a 25 ans. Je dirais presque... C'était pas mieux avant, parce que mais ce que fait là Franck Hez il y a une qualité de jeu, il y a une intensité, c'est franchement chapeau, quoi. Vraiment chapeau. C'est confirmé. Il avait commencé il y a 3 saisons, j'ai trouvé un peu trop ambitieux, jouant à 3, tout ça, puis finalement il impose son truc, ça prend forme, le stade est là, c'est vraiment... j'ai envie de dire, voilà ce qu'est Lens dans toute sa splendeur et comment on l'aime. Donc ça, c'est vraiment formidable. À l'époque, j'ai envie de dire, il n'y avait pas le PSG d'aujourd'hui. Donc c'était peut-être plus simple, pas autant que ça, parce qu'il y avait aussi des internationaux dans les équipes qui étaient mais bon, il n'y avait pas autant de... Voilà.
Donc là, aujourd'hui, ils font une saison remarquable. Ils vont comment dire, il ne reste pas grand-chose, mais a priori, ça devrait valider la Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment pour Lens et pour l'identité foot. Je trouve ça vraiment, vraiment top, vraiment remarquable. Les supporters en profitent. Et alors Brice, il est très très bon. Il est vraiment très très bon. Il est appelé en équipe nationale. Tu veux dire, s'il continue comme ça, si Lens continue comme ça, il va y avoir des titres qui vont pas tarder d'arriver. Bon, alors voilà, il faut il y a Mike Maignan, et après derrière, il y a de la place, quoi. Donc moi je le trouve vraiment remarquable. Il confirme. Il a eu des expériences aussi à l'étranger. Il commence d'avoir un petit peu de vécu. Et puis il a pris ses marques. Il est comme dans son jardin à Bollaert, et voilà, il est en osmose avec le public, avec sa défense. Ça me rappelle des types que j'ai bien connus, quoi. Voilà. Je me permets une dernière question un peu plus personnelle. Tu réponds évidemment si tu veux, mais j'ai vu derrière toi un tableau visiblement religieux. J'ai lu que tu étais oblat. Est-ce que tu peux nous parler un peu simplement de ton rapport à la foi, peut-être ? Oui. Alors il y a eu aussi au niveau médiatique parce que bon, les gens ont pensé que j'étais devenu prêtre ou religieux, ou voilà. Ça, c'est l'aspect purement personnel. Donc, dans mon histoire de football, je me suis blessé 2 fois le genou, et puis ma foi personnelle alors j'ai envie de dire augmenté. C'est là où j'ai trouvé les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter toutes mes épreuves. Et derrière, j'ai été amené dans mon quotidien à pouvoir m'occuper d'aumônerie, à vivre ma foi de façon un peu plus intense. Et puis je me suis, j'ai pris une carte d'adhérent dans un monastère, si on peut dire, fait que j'aime bien aller là-bas. Voilà. Donc il y a eu un peu, donc on a fait un reportage en pensant que j'allais basculer tout de suite. Non, pas du tout. Je vis ma foi, je le dis très simplement, ma foi catholique. Mais je suis d'abord père de famille, marié. J'aime le foot et je continue. Et puis à côté, je fais des bonnes œuvres à travers l'Église, à travers mes relations personnelles avec Dieu, quoi, tout simplement. Très bien. Une dernière petite question. Est-ce qu'à l'avenir, Guillaume Warmuz, entraîneur des gardiens, je ne sais pas, c'est une envie de ton côté ? Écoute... il y a une info. Une info qui tombe. Je connais cette voix. Non, pas nécessairement une info, mais l'idée aujourd'hui, je suis avec Macon. Le truc, c'est que ça se passe bien. On joue la montée, comme je le disais, samedi, on va à Guignon. Donc, bon, ça va être pour les Guignolais, je vais être sympa. Voilà. Ça me plaît bien. Je suis directeur sportif. Pour l'instant, c'est des choses qui sont très intéressantes. Parce que j'ai eu le choix du roi, un petit peu la possibilité de ne pas m'expatrier, de rester. Donc, j'étais un petit peu entraîneur dans le coin. Parce que aussi, par défaut, j'ai pas eu les opportunités que j'espérais dans les clubs professionnels. Voilà. Donc en même temps, c'est aussi voilà. Je suis bien. On est monté de 2 saisons là, et l'année prochaine National 2. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je continue la trajectoire et j'espère confirmer. Voilà. Il n'y a pas d'infos en plus. D'accord. Merci Guillaume. Alors juste Guillaume, une dernière question, parce que le 7 juin, on recevra Frédéric Déhu, que tu connais bien. Est-ce que tu aurais une question pour lui, tout simplement? Fred, ouais. Je vais lui, parce que Fred, il a joué dans les très grands clubs, je vais lui poser cette question. Quel est son meilleur souvenir de toute sa carrière? Alors bon, je sais qu'à Lens, ça a beaucoup, il a été beaucoup impacté aussi par le titre. Mais la question, c'est dans tous les clubs qu'il a fait, quel est son meilleur souvenir? Alors peut-être Lens, oublions Lens, mais je lui pose la question. Quel est son meilleur souvenir de joueur? On va dire, bon, à Lens, je l'ai côtoyé, mais au-delà du RC Lens. Voilà. Eh ben d'accord, ça lui sera posé avec grand plaisir. Merci Guillaume, on t'embête pas plus longtemps. C'était un véritable plaisir de revenir avec toi sur ta carrière, sur tes souvenirs et également sur ton actualité. Merci à toi Guillaume. Merci Guillaume, au plaisir. Salut les gars, ciao. Salut.